Bonsoir, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, es un placer estar aquí y ser invitada por mi colega y amiga Marianique y por el decano de la facultad. Muchísimas gracias, es un honor para mí. Donc bonsoir à tous, je remercie d'être venus, je remercie en particulier moi, donc je ne vais pas mettre trop de... Voilà. Et puis Laurent Daniel en tant que directeur de l'UFR. Et c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Vale. Digo que es complicado quizás para mí, por perder un poco de naturalidad, hablar con traducción, por lo tanto pido disculpas a quienes no hablen español por no hablar francés. Un poquito entiendo, pero no soy capaz de dar una conferencia y bueno, en inglés parece ser que no era adecuado, así que antes de empezar pido disculpas porque me tengan que traducir, ¿no? Donc tout d'abord, je m'excuse parce que... Alors je vais vous faire un jeu à chaque fois qu'elle parle. Hein. Donc je m'excuse tout d'abord parce que c'est un peu compliqué pour moi de parler avec une traductrice, puisqu'il n'y a pas le... Il n'y a pas la fluidité habituelle et puis je ne parle pas suffisamment français pour pouvoir le faire, même si je comprends un peu le français. Et en anglais, c'était peut-être pas en clair. Moi, je n'étais pas capable de traduire l'anglais. Donc, j'ai dit que l'espagnol, sa langue maternelle, me convenait tout à fait. Et là, le jeu, c'est moi. Bueno, pues esta tarde voy a hablar de las emociones y cómo estas están presentes en nuestro mundo y especialmente en nuestro mundo social. Donc ce soir, je vais parler de ce que sont les émotions et comment elles sont présentes dans notre société et en particulier dans notre monde social. En mi disciplina, la sociología, tiene mucho que decir acerca de las emociones, aunque hace algunos años nadie diría que la sociología puede decir nada de las emociones. Donc, dans mon domaine d'études, qui est les sciences sociales, il y a beaucoup de choses à dire en relation avec les émotions, même s'il y a quelques années, on n'imaginait pas du tout associer sciences sociales et émotions. Hoy en día es una ciencia totalmente multidisciplinar. Aujourd'hui, les sciences sociales sont complètement multidisciplinaires, pluridisciplinaires. En primer lugar, voy a comenzar con una pregunta. Je vais d'abord commencer par une question. ¿Qué son las emociones y cómo se producen? Qu'est-ce que sont les émotions et qu'est-ce qu'elles produisent? Es una de las preguntas con más variedad de respuestas de los últimos años. C'est donc une question avec énormément de réponses possibles depuis quelques années. Por varias razones, quizás porque el público lego, no académico, se ha interesado mucho por qué son las emociones. Donc la première raison pour laquelle il y a tant de réponses possibles, c'est peut-être parce que le public qui ne fait pas partie du domaine de la recherche s'est interrogé sur les émotions, vit les émotions. Y se han preocupado, se han utilizado indiscriminadamente los términos en el ámbito científico y profano. Et on a utilisé les termes d'émotion aussi bien dans les cercles savants que parmi les profanes, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie des chercheurs. También porque ha habido una corriente de gestión, autoayuda, gestión de las emociones, búsqueda de la felicidad. Et peut-être aussi parce que s'il y a autant de documents, de recherches ou de définitions des émotions, c'est parce qu'il y a une littérature sur tout ce qui est développement personnel, gestion des émotions, avec comme visée de chercher le bonheur. Y si alguien piensa que yo voy a hablar de la búsqueda de la felicidad o la gestión de las emociones, le anticipo que no es así. Et par contre, elle précise tout de suite, elle va pas du tout, je vais pas du tout aborder la question de la recherche du bonheur et la gestion des émotions. C'est pas du tout la thématique de ce soir. En el año 1981, unos autores hicieron una revisión de los 10 años anteriores y de las definiciones que se habían dado sobre qué son las emociones y encontraron 92 definiciones. En 1981, certains auteurs ont passé en revue toutes les études qui avaient été menées sur les émotions et sur les 10 dernières années. On regardait combien de définitions il y avait sur les émotions. Ils en ont trouvé 92. Resumiendo, podemos ver en la transparencia una definición más amplia para quien quiera profundizar, pero yo resumiré diciendo que son respuestas psicológicas y fisiológicas complejas.
Donc en fait, sur la diapo, vous pouvez voir une définition des émotions et elle va en faire une synthèse, j'en fais une synthèse en disant que les émotions sont des réactions physiologiques et physiologiques complexes en respuesta a los estímulos del entorno que nos ayudan a evaluar y a definir una situación. qui surviennent face à des stimuli environnementaux et qui nous aident à évaluer, interpréter des situations spécifiques. Adaptarnos a situaciones específicas. Qui nous permettent aussi de nous adapter à des situations spécifiques. En definitiva, son experiencias subjetivas. Donc, en conclusion, ce sont des expériences subjectives. Son la ira, el amor, la esperanza, el odio, el asco, el miedo. Tú di la que quieras. Toutes les émotions, donc la colère, l'asco, donc le dégoût, la joie, la tristesse, l'amour, la colère, etc. Muchísimas emociones. Incluso no hay un acuerdo en su taxonomía. Donc il y a énormément d'émotions, il n'y a pas d'accord sur la taxonomie, la façon de les dénominer. Por ejemplo, ¿es la empatía una emoción? Par exemple, est-ce que l'empathie est une émotion? ¿O es el respeto una emoción? Est-ce que le respect est une émotion? No hay de acuerdo, porque hay científicos que dicen que sí y otros dicen que no. Il n'y a pas d'accord, c'est-à-dire certains scientifiques considèrent que oui, ce sont des émotions, et d'autres pas du tout. De lo que no hay duda es que impactan con mucha fuerza en nosotros. Par contre, tous sont d'accord pour dire que les émotions nous impactent énormément. A nivel fisiológico, las emociones se acompañan de cambios en el cuerpo, como la activación del sistema nervioso autónomo. Par contre, tout le monde est d'accord donc pour un certain nombre de points, notamment au niveau physiologique, les émotions s'accompagnent de changements dans notre corps tels que l'activation du système nerveux autonome. A nivel psicológico, las emociones se caracterizan por experiencias subjetivas. Au niveau psychologique, les émotions se caractérisent par des expériences subjectives. Pero no existen solamente en el plano individual, sino también en el plano social. Mais les émotions n'existent pas uniquement au niveau individuel, mais aussi au niveau social ou sociétal. Ya que juegan un papel fundamental en la forma en que interactuamos con el mundo. Parce les émotions jouent un rôle fondamental sur la façon dont nous interagissons avec le monde et avec les autres. Son un componente esencial de la salud, de la enfermedad. Les émotions sont un élément, une composante essentielle de la santé, de la maladie, del bienestar o el malestar físico. Du bien-être ou du mal-être physique. Sobre todo, provocan nuestra acción individual, pero también colectiva. Surtout, elles déclenchent une action individuelle ou collective et elles agissent sur notre manière de réagir. Pero un dato importante, comenzaré diciendo que antes de profundizar en las teorías y las diferentes explicaciones de cómo se producen las emociones, empezaremos viendo a ver si realmente acompañan a las sociedades humanas desde sus orígenes. Mais avant d'essayer de définir les émotions, de voir comment elles se caractérisent, et notamment dans les sciences sociales, d'essayer de les définir, on va commencer par voir si effectivement les émotions existent depuis l'origine de l'être humain. Y los descubrimientos de restos humanos así lo afirman. C'est ce qu'affirme en tout cas la découverte de restes humains. En 1957 se halló a Nandi en el Kurdistán iraquí. Dans le Kurdistan irakien, en 1957, on a trouvé Nandi. Os presento a Nandi. Sí, donc vous présente Nandi. Fue un neandertal que vivió hace 40.000 años y fue posible documentar que había sufrido severas lesiones en un ojo a lo largo de su vida. Donc c'est un néandertalien qui a vécu il y a environ 40 000 ans. Et il a été possible de déterminer qu'il avait subi plusieurs blessures, notamment il était borgne. Padecía además lesiones en las piernas y fue imposible que hubiera vivido hasta los 40 años sin ayuda y la compasión de los demás. Donc il avait des problèmes, il était paralysé au niveau d'un bras et d'une jambe, il était sourd et en plus d'être borgne. Donc
Et il a vécu au-delà de 40 ans, ce qui est impossible s'il n'a pas bénéficié de l'aide et de la compassion des autres membres de la tribu. Otro neandertal, conocido como el Viejo, fue descubierto en 1906 y era una persona que tenía muchos problemas para comer porque había tenido una patología grave que no le permitía utilizar la mandíbula. Donc on a trouvé un autre squelette d'un autre néandertalien qu'on a surnommé le Vieux. Son squelette a été trouvé en 1906 et lui, il avait des problèmes pour manger puisqu'on a vu qu'il souffrait, il lui manquait un certain nombre de dents et a priori, il avait une paralysie au niveau de la mâchoire. Se sabe que fue cuidado hasta su muerte, incluso se le masticaba la comida para alimentar. Donc on sait qu'il a été aidé jusqu'à sa mort et en particulier d'autres membres du groupe auquel il appartenait devaient lui mastiquer la nourriture avant de pouvoir lui donner pour qu'il puisse s'alimenter. Por lo tanto, estos neandertales tenían emociones y es más, es la base, estas emociones es la base del avance de la civilización humana. Conclusion, les émotions existent bien depuis l'époque des Néandertaliens et c'est même la base de l'évolution de l'humanité. Aceptando esto, vamos a hacer una síntesis. Es un poco complicada, ha sido un poco complicada para mí, porque podría estar horas y horas hablando de la teoría de las emociones desde los primeros, la Grecia clásica, Aristóteles, el cristianismo y todos los científicos, filósofos, pensadores que a lo largo de la historia han hablado de las emociones, pero he hecho un intento por resumir. Donc elle va faire une synthèse. Je vais faire une synthèse des théories des émotions et tous les grands théoriciens, ce qui est compliqué parce que ça pourrait durer des heures et des heures. Mais donc on va voir aussi bien la période aristotélicienne, la Grèce antique, le christianisme et les théories 19e, 20e sur les émotions. Ha sido difícil, pero he hecho un intento de síntesis y he podido concretar 4 grandes hitos a lo largo de la historia de la idea sobre las emociones. Donc ça a été très compliqué, mais il va y avoir donc une présentation avec les 4 étapes clés qui sont appelées jalons sur les diapositives de l'analyse des émotions, de l'étude des émotions. Bien, comenzaremos con el primer hito que se desarrolla en la Grecia clásica y en esta época ya se prestó atención a las pasiones. Donc la première étape, ça va être la Grèce antique avec l'étude des passions. Utilizando la palabra pathos, que realmente significa pasivo, es decir, algo que viene hacia mí y me afecta. En utilisant le terme de pathos qui signifie quelque chose de passif, c'est-à-dire quelque chose d'extérieur qui m'arrive. Que viene de fuera hacia mí, que me invade. Qui vient de l'extérieur et qui m'envahit. Por ejemplo, los personajes de Homero, uno no es moralmente responsable de sus emociones, ya que los dioses nos las envían. Par exemple, chez Homère, on trouve un personnage qui est victime d'émotions, mais qui ne viennent pas de lui. Ce sont les dieux qui lui envoient des émotions et qui impactent sur lui. Por ejemplo, los estoicos pensaban que la felicidad se podía conseguir solamente librándonos de las emociones a través de la apatía y la ataraxia. Par exemple, les stoïciens considéraient qu'on pouvait atteindre le bonheur en se débarrassant des émotions via l'apathie et l'ataraxie. Sin embargo, Aristóteles entiende de otra forma las emociones. Par contre, Aristote considère autrement les émotions. Somos moralmente, para Aristóteles, responsables de nuestras emociones. No debemos anularlas. Au contraire, donc Aristote considère que nous sommes responsables de nos émotions, et que nous ne devons pas les annuler. Sino usarlas racionalmente, ya que son muy útiles. Mais qu'au contraire, nous devons les utiliser de manière rationnelle parce qu'elles sont très utiles. Por ejemplo, en la retórica, Aristóteles habla de cómo el orador trata de despertar las pasiones en el auditorio.
Par exemple, dans la rhétorique, l'orateur cherche à provoquer la passion, de passionner son auditoire. Siglos más tarde, el cristianismo, influido por el estoicismo, sitúa las emociones en un plano similar a los estoicos. Des siècles plus tard, le christianisme, qui est influencé par le stoïcisme, place les émotions sur un plan similaire aux stoïciens. Las pasiones nos dominan y necesitamos la gracia de Dios para librarnos de ellas y poder alcanzar la felicidad. Les passions nous dominent et nous avons besoin de la grâce divine pour nous en libérer et nous défaire de leurs conséquences. Hasta el siglo XVII este fue el pensamiento dominante, hasta el segundo hito representado por David Hume y Baruch Spinoza. Donc au XVIIe siècle, jusqu'au XVIIe siècle, c'est la pensée qui domine dans le monde occidental jusqu'à, j'ai oublié, Spinoza et Hume. O sea que tenemos otro hito importante, pero... Mais donc nous avons une autre étape importante. Baruch Spinoza, que retoma el pensamiento aristotélico, abordaba la naturaleza de las emociones. Donc Baruch Spinoza qui Baruch Spinoza, en línea con Aristóteles, retomaba... Sí, donc dans la lignée des aristotéliciens, considérait... Abordaba la naturaleza de las emociones. Et abordait la nature des émotions. A través del anclaje de la mente y el cuerpo. Pour ce qui était du lien indissociable entre l'esprit et le corps. Decía que aquellas que no deseamos se pueden anular con la razón. Il considérait qu'une émotion que nous ne souhaitions pas pouvait être annihilée par la raison. O con otras emociones que contrarresten las malas emociones. Ou par une autre émotion qui contrecarrait l'émotion dont nous ne voulions pas. Después, el empirista, en el otro lado, David Hume, par ailleurs, l'empiriste David Hume vuelve a la idea revient à l'idée de que vuelve a ser la razón esclava de las pasiones. Que la raison est esclave des passions. Pero en otro sentido opuesto a los estoicos. Mais d'un point de vue différent des stoïciens. Ya que no es que sean solo esclavas de la razón, es que deben serlo. C'est-à-dire que les émotions ne doivent pas être esclaves de la raison, pero deben serlo. Sino elles que doivent deben être. serlo. Voilà, c'est pas qu'elles sont, c'est qu'elles doivent être esclaves de la raison. Sino que deben serlo. No solo son esclavas de la razón, sino que deben serlo porque sin ellas no seríamos capaces de actuar. Nos sirven para tomar decisiones. Parce que sans les émotions, nous ne serions pas en capacité d'agir. Nous en avons absolument besoin. Otro hito lo constituyen uno de los padres de la psicología moderna, William James, y el famoso biólogo Charles Darwin. Donc une autre étape est formée par un des pères de la psychologie moderne, William James, et le fameux Charles Darwin. James identificaba las emociones a través de sus manifestaciones fisiológicas, de tal modo que cuando desaparecían esas reacciones fisiológicas generadas por una emoción, desaparece la emoción. Alors William James a identifié les émotions à travers leurs manifestations physiologiques en considérant que dès lors que la manifestation physiologique disparaît, l'émotion disparaît. Por ejemplo, si dejan de temblarlos las manos, dejamos de sudorar, deja el corazón de palpitar, dejamos de tener miedo. Par exemple, si nous ne transpirons, si nous n'avons plus les mains moites, ou si nous arrêtons de trembler au niveau des mains, ou si notre cœur bat tranquillement et on arrête d'avoir peur. A pesar de que ha tenido mucha influencia, ha sido tan criticado como seguido. Même s'il a eu énormément d'influence, il a été aussi bien critiqué qu'au contraire mis en valeur. Sí. El evolucionista Darwin destaca el comportamiento innato y universal de las emociones. Pour l'évolutionniste Darwin, lui, il a mis en exergue la composante innée et universelle des émotions. Publicó en 1872 un libro
la expresión de las emociones en el hombre y en los animales. En 1872, il publie un livre intitulé L'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Las emociones para Darwin generaban un papel fundamental en la supervivencia. Pour lui, les émotions étaient fondamentales pour la survie de l'espèce. Sabemos que hablaba del conocido fight and fly, o sea, luchar o volar, tan conocido por Walter Cano. Donc il faisait référence au fight or fly, ça c'est là où vous vous rendez compte à quel point il ne fallait pas que ça soit en anglais. Autrement dit, bats-toi ou envole-toi, combat ou envole-toi, qui avait été élaboré par Walter Cannon, qui était un médecin au début du XXe siècle. Las señales agresivas, de apaciguamiento, de apareamiento. Et j'ai dit une bêtise, au XIXe siècle, parce que sinon il y a un problème. Pardon, vas-y. Il y a... Las expresiones de apareamiento, agresiva, de acercamiento. Tout ce qui est se mettre en couple, s'opposer. Tienen un papel, una función esencial para la supervivencia de la especie. Ce sont des éléments, des étapes, des émotions qui sont indispensables pour la survie de l'espèce. Tanto para el hombre como para los animales. Aussi bien pour l'être humain que pour les animaux. Un caso curioso que estudió Darwin, un experimento curioso que realizó Charles Darwin. Un cas particulier qu'a étudié Darwin. Pues fue mostrar estas caras de un viejo francés con la cara galvanizada mediante estímulos eléctricos. Donc ça a été de montrer le visage d'un vieux Français avec un visage galvanisé par des impulsions électriques. Y mostraba a sus invitados, a sus cenas, estas imágenes para que le dijeran qué expresión creían que mostraban. Et l'objectif pour ces invités, les personnes à qui il montrait ces photos, c'était d'essayer d'identifier les émotions qui étaient représentées, qui étaient exprimées. Después, Darwin distribuyó un cuestionario, no podía enviar las fotos por todo el mundo, pero distribuyó un cuestionario por todo el mundo preguntando sobre qué le parecían determinados gestos y expresiones faciales. Et ensuite, donc, Darwin n'a pas pu diffuser ces photos, mais il a diffusé un questionnaire partout dans le monde avec comme objectif déterminer quelles étaient les expressions faciales, quels étaient les gestes qui étaient associés à différentes émotions. Como sonrojarse, encoger los hombros, en diferentes culturas. Par exemple, rougir ou soulever les épaules, comment c'était interprété dans différentes cultures. Darwin quería probar que hay una serie de emociones cardinales que son expresadas y percibidas por todos los humanos de la misma forma, que son innatas o biológicas. Donc son objectif, c'était de démontrer qu'il existe un certain nombre d'émotions qui sont interprétées exactement de la même façon partout dans le monde et qui sont donc considérées comme biologiques ou innées. Después hubo un páramo de 2 siglos sin que apenas los científicos se interesaran por las emociones. Et après, en gros, plus rien pendant 2 siècles, c'est-à-dire plus aucun scientifique ne s'intéressait à l'étude des émotions. Hasta el neurólogo Antonio Damasio, jusqu'au neurologue Antonio Damasio, que se inspira en Spinoza, qui s'inspire de Spinoza, y que decía que sin emociones no hay racionalidad. Et qui considère que sans émotion, il n'y a pas de rationalité. Pero según Damasio, además, las emociones se localizan en determinadas partes del cerebro. Mais pour lui, les émotions sont localisées dans certaines parties du cerveau. Como una huella dactilar. C'est comme si c'était une empreinte digitale. Vamos a explicar brevemente el caso de Phineas Gage. On va voir le cas de Phineas Gage. Estudiado por Antonio Damasio. Donc étudié par Antonio Damasio. En 1848, a un trabajador de ferrocarriles de un pequeño pueblo de Estados Unidos, una barra de hierro le atravesó el cráneo en una explosión no controlada. Donc, lors d'une explosion incontrôlée, une barre de fer transperce le crâne d'un cheminot d'une petite ville américaine en 1848. A pesar de este fatal accidente, Phineas Gage sobrevivió, es más, no perdió siquiera la conciencia. Donc, même si c'était a priori un accident fatal, Phineas Gage a survécu. Pero hubo un cambio fundamental, fue un hombre diferente.
Mais il y a eu des changements fondamentaux et ça a été un homme complètement différent. Había sido Gay una persona socialmente adaptada, responsable, buen trabajador, muy querido por sus compañeros y muy querido por su jefe. Donc c'était une personne socialement adaptée, très appréciée de son chef, de ses compagnons, intelligent, responsable. Se volvió una persona violenta, inadaptada, totalmente diferente, blasfemo e impaciente. Donc c'est devenu quelqu'un de complètement différent, soupolé, irrévérencieux, Inadaptada. inadapté, blasphémateur, impatient, insupportable. El caso Phineas Guest es conocido por la comunidad médica como uno de los estudios más sorprendentes sobre la influencia del cerebro en las emociones. Le résultat, c'est que le cas Phineas Gage est connu parmi la communauté scientifique et médicale en particulier comme une des études les plus frappantes sur le rôle du cerveau en lien avec les émotions. Y fue la primera evidencia de que las emociones, las normas éticas y sociales quedan grabadas en esta zona del cerebro. Et c'est ce qui a permis de déterminer que les émotions permettaient de prendre des décisions et qu'elles étaient localisées dans une zone bien précise du cerveau. Y ahí llegamos hasta la teoría de Lisa Feldman Barrett. Et nous arrivons maintenant à la théorie de Lisa Feldman Barrett. Hemos visto cómo la explicación científica y filosófica de las emociones se han debatido entre las ideas que hemos explicado anteriormente. Donc nous avons vu comment science et philosophie traitent des émotions et débattent des émotions pour savoir un certain nombre de choses, notamment O nos dominan o las podemos controlar, est-ce qu'elles nous dominent ou est-ce que nous pouvons les contrôler, si se encuentran en las vísceras, según los griegos, o son reacciones fisiológicas. est-ce qu'elles sont viscérales, est-ce qu'elles sont intérieures ou est-ce que ce sont des réactions physiologiques, O en qué zonas se hallan de nuestro cerebro, dans quelle zone de notre cerveau elles se trouvent, pero todos apuntan a la idea universal de las emociones. mais toutes considèrent que les émotions ont un aspect universel. La universalidad de las mismas. Donc l'universalité des émotions. En cualquier lugar del mundo, las emociones se expresan, se entienden con patrones similares. La théorie jusque-là, c'est toutes les émotions partout dans le monde sont définies de la même façon, sont considérées de la même façon et ont les mêmes implications. Son una reacción ante el mundo. C'est une forme de réaction au monde. Al menos eso decían todos los estudios anteriores. Du moins, c'est ce que considéraient toutes les études jusque-là. La idea que ha subyacido a esto es que tenemos una bestia interior que está envuelta en racionalidad. Donc, jusque-là, en gros, on considérait que nous avions tous à l'intérieur de nous un animal, un aspect bestial, entouré de rationalité. La imagen que tienen las emociones es que no se te considera plenamente responsable de tus acciones porque a veces tus emociones se pueden apoderar de ti. Donc on considère que finalement on ne peut pas toujours contrôler nos émotions, c'est-à-dire qu'il y a parfois les émotions qui prennent le dessus sur notre individu. Y un mal comportamiento puede estar causado por emociones bestiales. Et donc en fait un mauvais comportement peut être dû à des émotions animales, bestiales. Pero según Feldman y un siglo de estudios de biólogos y evolucionistas, de neurobiólogos y evolucionistas, mais d'après Feldman et après un siècle d'études par des évolutionnistes et des biologistes, el cerebro humano no está estructurado de esta manera. Notre cerveau n'est pas structuré de cette façon. De forma que encaje esta teoría. De sorte que ça colle pas avec la théorie. La teoría de las emociones socialmente construidas de Feldman ha revolucionado las investigaciones realizadas durante siglos. C'est-à-dire que la théorie sociale élaborée par Feldman a complètement révolutionné tout ce qu'on avait considéré jusqu'à maintenant en lien avec les émotions. Y lo que más nos interesa de esta teoría es que sabemos que creamos nuestras propias emociones. Et ce qui ressort en particulier de cette théorie, c'est que nous savons que nous créons les émotions. Vamos a hacer una pequeña prueba de esto. On va faire un petit jeu. On va tester le principe.
Ahora mismo sus cerebros están trabajando como locos. Donc là, logiquement, votre cerveau est en train de travailler comme un malade Sus neuronas se están disparando para intentar darle sentido a esto. et vos neurones sont en train de travailler pour essayer de comprendre ce que vous voyez, Para ver algo más allá de las manchas negras y blancas. pour voir quelque chose qui va au-delà des simples taches en noir et blanc. Sus cerebros están examinando una vida de experiencia Votre cerveau est en train de recourir à une vie d'expérience haciendo miles de conjeturas al mismo tiempo, en essayant de faire des milliers de conjectures, sopesando las probabilidades, voir quelles sont les probabilités intentando responder a la pregunta ¿qué hay aquí? et pour essayer de répondre à la question qu'est-ce que ça représente. Están ustedes en un momento de ceguera experiencial. Vous êtes dans une étape de ce qu'on appelle vous êtes aveuglé d'un point de vue cérébral. Pero esta ceguera Pardon. experiencial tiene cura y la cura es solo hacer un clic. Attends, il faut que je traduise. Et donc, votre cécité expérientielle a un remède, il suffit qu'elle clique et que vous voyez la diapositive suivante. Sí. Ahora muchos de ustedes ven una pareja de bailarines. Et là, vous voyez un couple de danseurs. Quizá alguien la vio en la diapositiva anterior. Peut-être que certains l'avaient vu dans la diapositive précédente. ¿Alguien la vio en la diapositiva anterior? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la voyait dans la diapositive? Personne? Si pasamos a la diapositiva anterior, Si on revient à la diapositive précédente, ya podremos tener experiencias pasadas para saber identificar la imagen de los bailarines. là, on va pouvoir utiliser notre expérience antérieure pour voir le couple de danseurs dans les tâches. ¿Es así? ¿Y por qué sucede esto? Et pourquoi ça se passe comme ça? Porque cuando su cerebro examina sus experiencias pasadas, aparece un nuevo conocimiento. C'est parce que quand le cerveau se réfère à toutes les expériences passées pour essayer de voir ce qu'il y a dans l'image, il utilise ce qu'il vient juste de voir, donc une expérience supplémentaire. En este caso, el conocimiento de la fotografía. C'est-à-dire, vous avez maintenant la connaissance de la photographie. Y lo realmente genial es que este conocimiento adquirido apenas hace un momento ha cambiado. Et le résultat, ce qui est absolument génial, c'est que vous utilisez quelque chose dont vous venez juste de prendre connaissance ou que votre cerveau vient juste d'intégrer comme expérience. Ahora mismo sus cerebros están construyendo la imagen de bailarines donde no hay bailarines. C'est-à-dire que là, votre cerveau est en train de construire l'image d'un couple de danseurs, là où clairement il n'y a pas du tout de couple de danseurs. Y este tipo de alucinación es lo que los neurocientíficos llaman predicciones. Et ce type d'hallucination, c'est ce que les neuroscientifiques appellent des prédictions. Las predicciones son básicamente la forma en la que el cerebro funciona. Les prédictions sont finalement la façon dont le cerveau fonctionne, fondamentalement. Hasta ahora creíamos que las emociones eran reacciones hasta el mundo. Jusqu'à maintenant, on croyait que les émotions étaient une forme de réaction au monde, Ante el mundo. face au monde. Ante el mundo. Y también creíamos en la universalidad de las emociones y su experiencia fisiológica. Et on croyait aussi à l'universalité des émotions et à leur expérience physiologique. Y ahora sabemos que estas emociones nos suceden. Et maintenant, on sait que les émotions nous arrivent. No nos suceden, perdón. Pardon. Parecen sucedernos. On a l'impression que les émotions nous arrivent, alors que pas du tout. Parecen sucedernos. Sino que en realidad las creamos nosotros. C'est-à-dire qu'en fait, nous les créons. Nous créons les émotions. Esto significa que podemos ser los arquitectos de nuestras emociones. C'est-à-dire qu'en fait, nous pouvons être les architectes de nos émotions. Por ejemplo, todos nos hemos sentido a lo largo de nuestra vida nerviosos ante un examen. Par exemple, on a tous été stressés avant un examen. Puede ser una experiencia paralizante. Ça peut être une expérience qui nous paralyse. Hay estudiantes que tienen incluso que abandonar los estudios Il y a même des étudiants qui sont obligés d'abandonner leurs études. a d'arrêter leurs études. causa de las consecuencias de las emociones negativas, de la ansiedad, del miedo. À cause des conséquences négatives des émotions, de la peur, du stress. Puede ser una experiencia paralizante. Ça peut être une expérience qui nous paralyse. Pero hay estudios que muestran que cuando los estudiantes aprenden
que esta ansiedad no es más que una preparación para la lucha. Mais certains étudiants, quand ils apprennent que ce stress, en fait, est une manière de se préparer à la lutte, Pueden controlar esto y tener mejores resultados en los exámenes. le résultat, c'est qu'ils se préparent mieux au stress, ils se préparent mieux à l'arrivée de cette émotion et ils ont finalement de meilleurs résultats. Es lo que se llama inteligencia emocional en acción. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle en action. También nos parece que mirando a alguien a la cara, On a aussi l'impression que si on regarde quelqu'un en face, según todos los estudiosos de las emociones que hemos visto hasta ahora, selon les chercheurs qui ont travaillé sur les émotions et qu'on a présenté jusqu'à maintenant, vale, que mirando a alguien a la cara podemos leer sus emociones. et on pense que, selon ces théoriciens, en regardant quelqu'un en face, on peut lire sur son visage les émotions qu'il ressent, Como si estuviéramos leyendo un libro. comme si on était en train de lire un livre. Pero en realidad, nuestro cerebro sigue haciendo predicciones. Mais en fait, notre cerveau continue à faire des prédictions. Está usando experiencias pasadas, basadas en situaciones similares, En fait, il continue à utiliser des situations similaires vécues dans le passé para intentar encontrar un sentido. pour essayer de trouver un sens à ce qu'il voit. Veamos el caso de Tsarnaev. On va voir le cas de Tsarnaev. ¿Conocen a Tsarnaev? Est-ce que vous le connaissez? En 2015 hubo un atentado en Boston, durante el maratón de Boston, y este fue uno de los chavales, el que sobrevivió. Donc, lors du marathon de Boston de 2015, il y a eu un attentat et la personne que vous voyez, donc Tsarnaev, est un des jeunes qui ont survécu à l'attentat. Este joven fue capturado y sometido a un juicio con jurado popular. Ce jeune garçon a été donc arrêté et soumis à un tribunal, présenté devant un tribunal populaire. Con un jurado popular, sabemos de la importancia de mostrar, de que el reo muestre arrepentimiento. Esto tiene una importancia fundamental para el veredicto final. On sait que dans le cas d'un jury populaire, le fait que la personne qui est présentée au tribunal montre un remords face aux horreurs qu'il a commis a un rôle fondamental au moment d'exprimer le verdict, de définir le verdict. Esta mirada fría puede ser la de un asesino sin remordimientos. Et donc ici sur la photo, on voit qu'on peut considérer que le fait qu'il ait un regard froid prouve qu'il ne ressent aucun remords face à l'attentat qu'il a commis. Pero también puede significar que alguien esté aceptando estoicamente su derrota. Mais on peut aussi considérer que c'est une manière stoïque d'affronter sa défaite. No se tuvo en cuenta la expresión del estoicismo en la cultura chechena. Et lors du verdict, on n'a pas du tout tenu compte de l'aspect culturel tchétchène, puisqu'il était tchétchène, qui fait qu'on doit réagir de manière très stoïque. La expresión conocida como el lobo checheno. C'est ce qu'on appelle, alors le nom c'est le loup tchétchène. Fácilmente interpretable como una muestra de expresión de frialdad y soberbia. C'est-à-dire que ça peut facilement être interprété comme démontrer de la froideur et frialdad y soberbia. Soberbia, de l'orgueil. Pardon. Vale. La lección de este ejemplo es que puede ser la de un asesino sin remordimiento, pero también, no traduzca eso. La lección de este ejemplo es que las emociones que uno puede detectar en otras personas, cree detectar en otras personas, en realidad vienen de nuestras predicciones. C'est-à-dire qu'en fait, cette affaire permet de démontrer que la façon dont nous interprétons les émotions de quelqu'un de notre propre cerebro vient de notre propre analyse, de notre propre capacité à faire des hypothèses, de notre cerveau à faire des hypothèses basada en las experiencias pasadas et qui se base sur notre propre expérience passée y en la relación que tenemos con otros seres humanos.
et dans les relations que nous avons avec les autres êtres humains. Por tanto, son emociones socialmente construidas. Donc ce sont des émotions socialement construites. La particularidad social y cultural de la afectividad La particularité sociale et culturelle de l'affectivité no siempre son traducibles a otros lugares. ne sont pas toujours transposables dans d'autres contextes, dans d'autres pays. Hablemos de la emoción Liget, On va parler de l'émotion Liget, que es una experiencia de agresión interna y eufórica qui est une expérience d'une agression intense et euphorique, pero que no es conocida ni nombrada en ninguna sociedad, mais qui n'est pas connue ni même nommée dans aucune société, excepto en la tribu Ilongot de Filipinas. excepté dans la tribu Ilogot des Philippines. Incluso algunas categorías de emociones que parecen ser universales, Même des catégories d'émotions qui semblent universelles, pero varían de una cultura a otra. mais en fait elles varient d'une culture à l'autre. Por ejemplo, la ira implica distanciamiento psicológico Par exemple, la colère entraîne une distanciation en Estados Unidos, aux États-Unis, distanciamiento psicológico, distanciation psychologique aux États-Unis, pero una mayor proximidad y cercanía en Japón. alors qu'au contraire, au Japon, ça entraîne plus de proximité et un rapprochement. En sociedades occidentales, la tristeza y la ira se experimentan como emociones separadas y distintas, Dans les sociétés occidentales, la tristesse et la colère sont considérées comme des émotions différentes. Sin embargo, por ejemplo, en Turquía, la tristeza y la ira forman parte de una categoría Par contre, en Turquie, la tristesse et la colère font partie d'une même catégorie, llamada Kinjinlik. appelée Kinjinlik. El concepto amae, ¿conocen el concepto amae? Le concept Amae, Considerado como una clave para comprender la mentalidad japonesa. qui est considéré comme un élément clé pour comprendre la société, la mentalité japonaise, No tiene equivalente en otras culturas, porque tampoco tiene nada que lo identifique en la lengua, en el lenguaje. il n'y a pas d'équivalent dans les autres langues, ça n'existe pas, il n'y a même pas d'équivalent dans les autres langues. Incluso los japoneses se asombran de que no tengamos ninguna palabra relacionada con esta emoción. Et d'ailleurs, les Japonais sont très surpris qu'il n'y ait pas d'équivalent dans les autres langues. Que sintetice la dependencia del amor del otro, En fait, c'est un concept qui synthétise la dépendance face à l'amour d'une autre personne, acogerse cálidamente se faire un câlin, voilà, o entregarse a la dulzura del otro. ou s'abandonner à la douceur d'un autre. Bueno, no podemos detenernos más en la teoría de la construcción social de las emociones, aunque a mí me parece emocionante. Donc, malheureusement, on ne peut pas passer plus de temps sur la théorie des émotions, même si émotionnellement c'est très important. Pero si aceptamos que las emociones se basan en predicciones y que estas no son universales, Mais si on considère que les émotions se basent sur des hypothèses, des prédictions, aceptamos que hay un componente cultural muy alto en la construcción social de las emociones. et donc on considère qu'il y a une composante sociale très importante dans la construction des émotions. Y quiere decir esto que las emociones son compartidas por varios miembros de la comunidad. Et donc on considère que les émotions sont partagées par différents membres de la communauté, Que ante un estímulo pueden sentir emociones similares. qui face à un même stimulus vont ressentir des émotions similaires. Personas que asisten a un partido de fútbol, Par exemple, des personnes qui assistent à un match de foot, a un acontecimiento político, à un événement politique, a una noticia económica impactante, à une nouvelle économique choquante, pueden tener reacciones emocionales similares que además se contagian de uno a otro a través del contagio emocional. et donc les personnes peuvent avoir des réactions émotionnelles similaires qui en outre vont se transmettre d'une personne à l'autre comme dans une contagion émotionnelle. Existe
un fenómeno llamado contagio emocional. Donc il existe un phénomène qu'on appelle contagion émotionnelle. Con Feldman sabemos que las construcciones se construyen socialmente Avec Feynman, on sait que les émotions se construisent. y con los estudios de la sociología sabemos además que las emociones no son una suma, Alors on sait donc non seulement qu'elles se construisent socialement, que les émotions se construisent socialement, mais aussi qu'elles ne sont pas des sommes, des additions, sino el producto de esa suma mais qu'elles sont le produit de cette addition. y que provoca un resultado electoral, Et qu'elles vont provoquer par exemple un résultat aux élections, un comportamiento económico un comportement économique o un conflicto bélico. ou une guerre. Además hay una idea actual por parte de algunos historiadores Il y a aussi actuellement parmi les historiens un comportement que afirma que las sociedades occidentales contemporáneas están intensamente impregnadas de emociones y quizás habría que reescribir algunos capítulos de la historia. Donc, en fait, parmi les historiens, il y en a un certain nombre qui réexaminent l'histoire de l'histoire, tout simplement, et qui souhaitent réinterpréter cette histoire en tenant compte des émotions. Se está incluso comenzando a reinterpretar periodos históricos enteros como la Guerra Fría, Par exemple, il y a une tendance à réinterpréter complètement des époques complètes, notamment en lien avec la guerre froide. Par exemple, la guerre froide. También tenemos espacios intensamente emocionales como el ciberespacio, Il y a aussi des espaces qui sont très impactés émotionnellement, comme le cyberespace, que genera sentimientos de conectividad, qui implique un sentiment d'interconnectivité, principalmente afectivo, en particulier affectif, aunque también, además de estas formas de agregación, genera protestas en línea, sentimientos como el odio o el desprecio. qui en plus d'accumuler des émotions peuvent favoriser tout ce qui est... J'ai perdu. Me he perdido al final de la frase. Sí, que eso facilita pues lo mismo que Sí. agrupaciones de sentimientos, mensajes Oui, como el odio. et ça entraîne aussi un certain nombre de messages, notamment des messages de haine. Aquí tenemos un ejemplo de euforia colectiva. Donc là, on a un exemple de furie collective. Nos salimos de lo virtual. On ne sort pas du domaine Esto virtuel. es con mucho contacto físico. Donc il y a beaucoup de contacts physiques. Un chico con una discapacidad física C'est en un concierto de rock. C'est un garçon avec un handicap physique pendant un concert de rock. Que hubo aquí una empatía, Donc là, on remarque de l'empathie, una compasión compartida. une compassion partagée. Estas son imágenes de un mitin político Là, on a l'image d'un meeting politique separado por exactamente 2 minutos de tiempo. et entre les deux, il y a très exactement 2 minutes qui se sont passées. Esto representa un suceso que ocurrió en España en el año 2017. C'est un événement qui a eu lieu en Espagne en 2016. Si estuviera en España no tendría que explicar. 16 o 17 2017. 2017, pardon. Que si estuviera en España no tendría que explicar esto. Porque Donc si vous étiez espagnol, elle n'aurait pas besoin d'expliquer. incluso lo pueden haber visto en algún periódico porque ha dado la vuelta al mundo esta imagen. Et vous avez peut-être même vu cette image dans un journal, parce que elle a fait le tour du monde. Parte de la sociedad catalana observaba la declaración de independencia del político independentista Puigdemont. Donc en fait, c'est une partie de la société catalane qui assistait à l'annonce de la politique indépendantiste par Puigdemont. Y segundos más tarde se comunicó Puigdemont la suspensión de la misma. Et exactement 2 minutes après, le même Puigdemont a annoncé la suspension de l'indépendance. Afectando de una manera sorprendente las emociones colectivas. Ce qui a eu un impact surprenant sur les émotions collectives. La imagen dice más que yo puedo explicar. Donc les émotions en disent plus long que tous les discours. Este acontecimiento
tuvo un efecto flash en la economía. Cette annonce a eu un impact immédiat sur l'économie. Una caída del 0,71% en el IBEX, Donc l'IBEX a plongé, c'est l'équivalent de CAC 40. L'IBEX a plongé de 0,71%. pero también afectó al clima social Mais il y a eu aussi un impact sur le climat social y condicionó los acontecimientos políticos y sociales de los siguientes años. et ça a eu un impact sur le climat social et politique des années suivantes. En fin, los grandes acontecimientos de los últimos años Donc, pour résumer, les grands événements de ces dernières années, que son muchos, et il y en a beaucoup, pandemias, les pandémies, crisis económica, les crises économiques, conflictos armados, les conflits armés, cambios tecnológicos, les changements technologiques, grandes movimientos migratorios, de grands mouvements migratoires, están provocando importantes cambios en la humanidad sont en train de provoquer des changements majeurs pour l'humanité y afectan a las emociones. et tous ces événements affectent les émotions. Provocan emociones colectivas, Ils provoquent, ces événements des émotions collectives, como la admiración de la pandemia, comme l'admiration en la pandemia, pendant la pandémie, el odio y la compasión en la guerra, las migraciones, la haine, la compassion, que ce soit face aux guerres ou aux mouvements migratoires. tristeza, desesperanza en la crisis económica. Ça provoque également la tristesse et le désespoir face aux crises économiques. Los franceses están asistiendo a cómo las emociones provocan y condicionan importantes hechos sociales, como la movilización. Les Français sont actuellement en pleine expérimentation de ce que peut provoquer les manifestations, les mouvements sociaux en termes d'émotions. La ira colectiva, la indignación, la solidaridad. L'indignation, la colère collective, la solidarité. Las emociones que cada uno de nosotros siente pueden cambiarnos a nosotros mismos, Les émotions que nous ressentons peuvent nous changer, pero también pueden ser origen de importantes transformaciones sociales. mais elles peuvent aussi être à l'origine d'importantes transformations sociales. Por ejemplo, el miedo y el pánico que desató la caída de la bolsa en Wall Street. Par exemple, la peur, la panique a provoqué le crack de Wall Street, donc la crise de 1929, Y que provocó la Gran Depresión Económica Mundial de 1929. et qui a provoqué une dépression économique mondiale en 1929. El amor de París hacia Helena L'amour de Paris pour Hélène y la ira y celo de Menelao, et la colère et la jalousie de Ménélas, porque París le robó la esposa, parce que Paris lui a piqué sa femme, parce que après le rapt de sa femme par Paris, provocó la guerra de Troya, a entraîné la guerre de Troie, que duró 10 años. qui a duré 10 ans. A veces sí ha sido reconocido el poder de las emociones, Parfois, les émotions, le pouvoir des émotions a été reconnu, como el papel de la catarsis griega, comme le rôle joué par la catharsis grecque, que es el efecto purificador y liberador qui est l'effet purificateur et libérateur que causa la tragedia, ¿no?, que suscita en los espectadores el horror, qui est suscité par la tragédie chez les spectateurs face à l'horreur, la compasión, la compassion, el miedo. la peur. Espectáculos como los Juegos Olímpicos o humanos siendo devorados por fieras. Donc des spectacles aussi, ce que provoquent des spectacles comme les Jeux Olympiques ou les êtres humains qui étaient dévorés par des bêtes sauvages. Voilà, les arènes. Al final, después de toda la teoría, nos encontramos de nuevo a Aristóteles, Après toutes ces théories, on retrouve Aristote, para quien las pasiones eran una gran fuente de información del mundo. pour qui les émotions étaient une grande source d'information sur le monde. Tenerlas en cuenta es sin duda Tenir compte des émotions est sans doute, una ventaja a nivel individual y social. et sans aucun doute, un avantage individuel et sociétal. Y quisiera terminar con un ejemplo de un acontecimiento histórico altamente emocional. Et j'aimerais finir avec un exemple universel de...
¿El qué? Un ejemplo, Un acontecimiento histórico altamente emocional. un événement historique très fortement marqué d'un point de vue émotionnel. Podríamos poner miles de ejemplos On pourrait donner des milliers d'exemples que tienen un papel fundamental en las emociones colectivas, como el arte, la literatura, el cine. qui ont un rôle fondamental dans les émotions collectives comme la peinture, l'art, la littérature. Pero he elegido la música. Mais j'ai choisi la musique. Nos vamos a referir a la Italia de mitad del siglo XIX. On va se référer à l'Italie de la moitié du 19e siècle, de mediados, pardon, Bajo la dominación del Imperio Austrohúngaro. sous la domination austro-hongroise. En esta época, en la Scala de Milán, À cette époque, à la Scala de Milan, se estrenaba Nabucco, on a créé Nabucco, la ópera Nabucco del gran compositor Giuseppe Verdi. le grand opéra du compositeur Giuseppe Verdi. Esta ópera representaba la historia del pueblo de Israel y el destierro del pueblo hebreo Cet opéra représentait, narrait la migration du peuple juif del pueblo hebreo Sí. a manos del rey Nabucodonosor sous le joug du roi Nabucodonosor en el siglo 587, en el año 587 a.C. En 587 avant Jésus-Christ. Representa la opresión y la persecución de un pueblo unido que clama libertad. Cet opéra décrit l'oppression et la persécution d'un peuple uni qui réclame la liberté, Reclama libertad tristemente. tristemente, qui réclame avec tristesse d'être libre. Cuando se estrenó en marzo de 1842 esta ópera en el Teatro Scala de Milán, Lors de la première de l'opéra à la Scala de Milan en 1842, provocó un estallido del patriotismo italiano posiblemente no imaginado ni tan siquiera por Verdi. et ça a suscité l'explosion d'un courant patriotique italien que sans doute Verdi n'avait même pas imaginé. Mais en tout cas, il n'avait pas voulu. El aria Va pensiero El aire ban pensiero fue el catalizador del patriotismo italiano. a été le catalyseur du patriotisme italien. Fue símbolo del risorgimiento Ça a été le symbole du Risorgimento que dio lugar después a la unificación del país. qui a ensuite entraîné l'unification du pays. Exaltó las emociones colectivas de tal manera en el público Ça a provoqué une telle émotion collective parmi le public que representó un himno de libertad y de unión. que ça a finalement représenté un hymne de liberté et d'union. Ha sido prohibido en algunos momentos históricos para evitar la exaltación de los sentimientos patrióticos. Et donc on a même interdit cet opéra à certaines périodes pour éviter de provoquer des sentiments patriotiques. Porque se sabe bien del poder de las emociones colectivas. Parce qu'on connaît bien le pouvoir des émotions collectives. Una curiosidad es que los italianos pintaron las paredes de los muros con la palabra Verdi. Viva Verdi. Ce qui est étrange, c'est que les Italiens ont peint sur les murs Viva Verdi, donc vive Verdi. Pero no se trataba de un amor apasionado por el compositor, Mais c'était pas en référence à un amour passionné pour le compositeur, sino de la sigla Verdi Vittorio Emanuele Rey de Italia. mais c'était en référence. En fait, on réutilisait les lettres pour dire Vittorio Emanuele, roi d'Italie. Esto pasó ante las narices de los censores y de las autoridades austriacas. Donc ça Pasó delante de las narices. ça s'est fait à la barbe des censeurs et des autorités autrichiennes Que no se dieron cuenta del peligro de estas asociaciones de ideas qui ne se sont pas rendus compte du danger de cette association d'idées y no intervinieron previamente porque, al fin y al cabo, esta ópera era la narración de un episodio bíblico. Donc en fait, ils ne sont pas du tout intervenus, ils n'ont pas empêché les représentations de l'opéra parce que ça racontait l'histoire, mais un épisode biblique. La trama de la familia de Nabucco, La trame, c'était l'histoire de la famille Nabucco, que aparentemente no tenía ninguna
intencionalidad política. Et il n'y avait a priori, aucune intentionnalité, aucune volonté politique derrière. Las emociones colectivas habidas en el pueblo italiano Les émotions collectives du peuple italien desempeñaron un papel fundamental en la historia. ont joué un rôle fondamental dans l'histoire. Y me gustaría terminar invitando a los asistentes a ponerse un poco en la piel del pueblo oprimido o quizás de los italianos que asistieron a este estreno de la ópera de Verdi y experimenten por ustedes mismos qué emociones se pueden llegar a sentir. Et pour finir, l'objectif c'est de voir si vous pouvez vous mettre dans la peau du peuple italien opprimé lors de la représentation de l'opéra de Verdi.
Muchas gracias por vuestra atención. Merci beaucoup. Muchas gracias, Mariani. Muchas gracias a ti. On va passer aux questions. Oh mon Dieu, qui pose la première question? Ça va bien se passer. Je sais, là, vous êtes en mode stress, les émotions qui remontent. Non, je regarde en bas. Ça va bien se passer. Sabes, las emociones que están temblando y el corazón palpitando. Un, deux. Bonsoir et merci. En vous écoutant, je me suis posé la question. Au niveau des émotions, ok, on en apprend avec l'expérience, en fonction de la société, certainement dans ce qu'on a appris enfant, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une part d'acquis et une part d'inné ? Voy a intentar responder, si creo que he entendido la pregunta. La emoción no consta de una parte innata, de una parte aprendida. Donc les émotions n'ont pas une partie acquise et une partie innée. Simplemente que cuando nosotros experimentamos una emoción, no creemos que es una reacción de algo que nos viene innatamente, porque cuando vemos, por ejemplo, un enjambre de avispas, nuestra reacción tiene que ser la sudoración, el miedo, la paralización del corazón. Entonces entendemos, cuando nos ocurren los sucesos y los fenómenos, entendemos de algo se nos viene dado y nosotros reaccionamos emocionalmente con esa parte primaria y visceral, tal como han venido contando. Perdón. La réponse est non. Il n'y a pas une partie acquise, une partie... No hay una parte, en la emoción no hay una parte innata y una parte... Il n'y a pas une partie innée, une partie acquise. Et l'exemple pris, c'est celui d'un essaim d'abeilles. Quand on voit un essaim d'abeilles et que ça bourdonne dans tous les sens, et voilà, il y a tout de suite, on réagit en ayant très peur et en ayant très envie de partir en courant. Solamente que cuando nosotros experimentamos un suceso, reaccionamos. Entonces, en nuestro imaginario y la de muchas explicaciones científicas a lo largo de los años, es una reacción ante el mundo. Donc on réagit face au monde et c'est ce qui explique toutes les théories récentes sur les émotions. On réagit face au monde. Y si pensamos es lo más lógico. Todos pensamos que visceralmente sentimos cosas cuando nos pasan cosas, ¿no? Et donc on réagit de manière viscérale parce qu'il nous arrive des choses. Y sí, es así. Et c'est ainsi. Eso no podemos negarlo. Et on ne peut pas le nier. Solamente que no depende de una fuerza exterior que viene hacia nosotros y nosotros reaccionamos. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur et face auquel nous réagissons. Sino que se basan en la experiencia que nosotros y cómo aprendemos a identificar y a nombrar el mundo. Mais ça vient de quelque chose que nous intériorisons et que... Interpretar el mundo. Et c'est une façon d'interpréter le monde. Por ejemplo, si vemos avispas, Par exemple, si on voit des abeilles, pensamos que el corazón se nos va a paralizar si vemos un enjambre de avispas entrando por debajo de la puerta. donc si on voit un essaim d'abeilles en regardant à travers la porte, sous la porte, on va réagir tout de suite. Pero puede haber una variedad de reacciones emocionales según las experiencias que tengamos. Mais on peut avoir plein de réactions, d'émotions différentes en fonction de l'expérience que l'on a. Al igual que si hemos visto la diapositiva con la imagen de bailarines, Et pour reprendre l'exemple de la diapositive avec les danseurs,
Podemos sentir miedo porque sabemos que las avispas nos pueden causar la muerte. Et on peut très bien avoir peur face à une abeille, face à une guêpe, pardon, parce qu'on sait que ça peut nous faire mourir. Ça peut O podemos provoquer sentir c'est mortel. alegría y mucho interés si acabamos de ver un documental y nos encantan los animales. Mais au contraire, face à la même image de guêpe, pardon, je veux absolument, la même image de guêpe, on peut être très content parce qu'on a vu un documentaire et on est passionné par le monde animal. Hemos tenido contacto con estos animales, con estos bichos y nunca nos ha pasado nada. Et il ne nous est jamais rien arrivé avec ces bestioles, donc il n'y a pas de problème. O nos recuerda unos dibujos animados que nos causan nostalgia. Ou alors ça peut provoquer de la nostalgie parce qu'on se souvient des dessins animés qu'on a regardés. O un cuento que nos contaba nuestra madre o nuestro padre cuando éramos pequeños. Ou les histoires que nous racontait notre père ou notre mère quand on était petit. Depende de 1000 factores, Ça dépend de 1000 facteurs différents. que no existe una única reacción. Il n'y a pas une seule réaction, une réaction unique. Parece que bien. Ya se van animando. Perdóname, que me lance, no me acuerdo que estás tú ahí al lado. Est-ce que les émotions participent à la créativité? Por supuesto, Bien sûr. por supuesto. Aristóteles decía que las emociones son muy útiles porque nos dan información sobre el mundo, pero también Hume Aristote disait que les émotions étaient très utiles parce qu'elles nous donnaient des informations sur le monde, mais Hume también decía que era opuesta a la razón, pero es positiva porque realmente es necesaria, porque realmente nos motiva a la acción. Sin la emoción no nos movemos, no reaccionamos frente al mundo, no hacemos cosas. Es muy importante la emoción para la creatividad, fundamental. Eso lo sabes tú, no hace falta que te lo diga. il considère que je connais déjà la réponse, donc il n'y a pas besoin que j'attende qu'elle ait fini pour traduire. Donc pour Hume, c'est indispensable d'avoir des émotions parce que c'est ce qui nous permet de réagir face au monde, d'avoir des réactions qui sont indispensables et que ça nous permet de comprendre. Et donc oui, évidemment, ça participe aussi de la créativité, ça facilite la créativité, l'interprétation et la créativité. Réaction, action et créativité. Ouais, donc action, réaction et créativité. Creatividad o huida. Donc créativité ou fuite, O tristeza, ou la tristesse, o una donación a través de la compasión, reaccionamos, ou un don. podemos tener una reacción, pero lo importante es dónde está la base de esa reacción. Ouais. Donc- La grosse question, c'est de savoir quelle est la base, quel est le point de départ de cette réaction, de cette émotion. Es creada por nosotros mismos. En tout cas, c'est créé, c'est nous qui la créons. Elle ne vient pas de l'extérieur. Eso. Ah, muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, darte muchas gracias, me ha parecido súper interesante Ay, muchas gracias. estar aquí escuchándote. Y mi pregunta es, cuando has dicho que las emociones son contagiosas, no sé Sí. si se escucha o no sé. Ah, vale, me tengo que acercar más. Cuando las emociones son contagiosas, pasaría, por ejemplo, como cuando estamos escuchando a una persona que se está riendo y como que esa risa se nos contagia. O sea, yo pienso, ¿no?, que está un poco relacionado con todo esto, pero también tendría que ver, por ejemplo, con ver una situación que es triste. Al final sentimos esa tristeza y también tiene que haber entonces una relación con los sentimientos, con las neuronas espejo un poco, ¿no? Con el hecho de Claro, ver... son clave. Je vous traduis la question. Oui, c'est- Enfin, la remarque est tout à fait pertinente, merci beaucoup. Donc, effectivement, les émotions sont contagieuses, comme quand on voit quelqu'un qui explose de rire, ben, on finit par rire nous aussi. Au contraire, qui est très triste, on se sent triste aussi. Et donc, la question est de savoir aussi s'il n'y a pas un effet miroir. C'est-à-dire, non seulement il y a une contagion de l'émotion, mais une réaction face à ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, comme un miroir.
Javier de Miguel es un neurocientífico que ha escrito un libro en español de la étoli a la luna, que habla precisamente de la importancia de las neuronas espejo en las emociones. Y efectivamente, sí, las emociones, hay un fenómeno sociológico. Yo soy socióloga, aunque he tenido que, como habéis visto, coger de todas las disciplinas para poder construir esa historia. Existe un fenómeno sociológico que se llama el contagio social. Entonces, ¿qué decimos? Es complicado porque realmente las emociones, tal y como nosotros las experimentamos, están basadas en nuestra experiencia con el mundo. Pero cómo se comportan otros seres humanos es la experiencia con el mundo. La experiencia con el mundo es cuando hemos visto la diapositiva con los bailarines. Y cuando hemos vuelto a la diapositiva anterior, hemos visto ya los bailarines claramente. Cuando nosotros estamos en un mitin político y empieza un movimiento de indignación, no es que cada uno de nosotros tenga experiencias pasadas y en base a nuestras experiencias pasadas todos nos indignemos a la vez. Es que la indignación del compañero, la indignación de los otros sujetos que asisten a esa manifestación me pueden a mí generar ya una experiencia y un aprendizaje instantáneo. Es decir, claro, existe. Las neuronas espejo son fundamentales para estos procesos. Entonces, por eso se producen las emociones colectivas. Cuando vamos a un entierro nos sentimos tristes, vemos a la gente llorando, pero también son cuestiones culturales. Por ejemplo, hay estudios muy interesantes sobre cómo se expresa el dolor en los entierros. Porque dependiendo de los niveles socioeconómicos y los niveles culturales y los ámbitos culturales, a veces se tira de la ropa, se llora, se agacha, o a veces con el mismo dolor se está sumamente callado y pasando el duelo. Eso es una cuestión cultural y es una cuestión de aprendizaje. Nos comportamos todos más o menos igual según nuestro contexto cultural. No vemos una familia en un duelo donde todos están callados y uno de ellos actúa. No es normal, puede ocurrir, no es normal. Cuando estamos en un concierto y elevamos a un chico, evidentemente a alguien, a un grupo se le ocurre. No actúan todos a la vez, hay una iniciativa. Pero después la gente ayuda al chico, todo el mundo mueve al chico, todo el mundo está feliz porque a través de la compasión, la empatía, están haciendo que una persona... Es muy difícil. Ok, donc je résume, synthétise. Donc il y a un auteur espagnol dont je n'ai pas retenu le nom parce qu'au départ je pensais que ça allait s'arrêter. Un auteur espagnol qui effectivement a qui a publié un livre sur le neurone miroir ou les neurones miroirs. Donc, tout à fait, l'image du miroir est tout à fait pertinente. Effectivement, il y a un facteur social. Il y a en lien avec les émotions toute une expérience face au monde, mais si on reprend l'image des danseurs, si on retrouve l'image du danseur qui a été montrée pendant la présentation, il y a des choses qu'on apprend très vite et dont on a du mal après on a du mal après à se séparer, à se défaire. C'est-à-dire qu'on voit les danseurs parce qu'on a vu les danseurs dans la diapositive juste après ou juste avant. Et si on prend l'exemple d'un meeting politique, je ne vais pas vous faire toute l'attraction, je suis désolée. Si on reprend l'image du meeting politique, de l'indignation, effectivement, il y a des choses qui viennent de notre expérience passée qu'il faut qu'on s'indigne face à un discours, mais il y a aussi une contagion de l'émotion, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur de l'apprentissage personnel, mais aussi sur de la contagion face aux émotions des autres. Et il y a un exemple qui est intéressant, c'est celui des enterrements, c'est-à-dire que comment s'exprime la douleur d'un point de vue culturel pour un même événement qui est un décès. Oui, il y a un élément, le niveau socio-économique, culturel, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que dans une même famille, c'est-à-dire un même enterrement, les personnes membres de la famille vont à peu près tous réagir de la même façon. Il n'y en a pas un qui va commencer à déchirer cet événement alors que les autres vont intérioriser. Ce qui veut dire qu'il y a un apprentissage et il y a une contagion et un facteur culturel qui est important. Donc il y a un effet de groupe
Et c'est ce qu'on voit aussi dans la photo du concert, là où on voyait une personne dans un fauteuil roulant qui était porté par la foule. Même s'il y a un individu qui se dit tiens, il y a qui va ressentir de la compassion, de l'empathie, qui va avoir envie de soulever la personne en fauteuil roulant pour qu'elle voie le concert, ça se fait pas tout seul. Il y a obligatoirement un effet de groupe qui fait que les mêmes personnes ont besoin de ressentir les mêmes émotions pour provoquer une réaction collective. Más o menos. ¿Son alumnos estudiantes de Gama? Hay una que... No, Tocaba esa chica, ¿no? Ahora, ¿no? sí. Es Daniel, que conoces. Oui. Que conoces. Un placer. Sí, y luego traduces también porque... Ah, vale. Alors, je vais être très court. Ante todo, quería decir que yo tengo cierta reticencia hacia los enfoques, digamos, naturalistas, entre comillas, cientificistas del asunto de las emociones. Todas estas escuelas norteamericanas y que mezclan neurología con psicología, a mí me causan un poco de espanto. Pero tú en tus conferencias también das lugar a un panorama de la filosofía, que para mí son enfoques muy distintos. Luego al final te voy a hacer la pregunta, pero necesito hacer la introducción. ¿Por qué son enfoques distintos? Porque en la filosofía no se trata solamente de describir el mundo tal como es, sino también de ejercer con respecto al mundo ciertas ideas, ciertos conceptos que son fundamentales para los filósofos. Y en ese sentido, tú no has mencionado una de las fuentes fundamentales de la concepción de las emociones en la filosofía contemporánea, o mejor dicho moderna, que es Descartes, la pasión del alma. La pasión del alma, las pasiones del alma, distingue claramente pasión de emoción. Una cosa es la pasión y otra cosa es la emoción. La pasión, sí, con respecto a la pasión, el hombre es pasivo y por lo tanto esclavo. Y con respecto a las emociones, casi siempre también, solo que Descartes siempre busca distinguir una emoción particular que se llama pura, en la que el ser humano es libre. ¿Por qué? Porque necesita salvar la posibilidad de la verdad, la posibilidad de la ética y la posibilidad del goce estético. Es decir, los tres trascendentales, el bien, la justicia y la verdad de los medievales. Lo mismo va a ser Kant en sus tres críticas, salvar la libertad y buscar, digamos, una emoción, y por eso la diferencia entre pasión y emoción, que tú has, digamos, mezclado y utilizado indistintamente, pero incluso etimológicamente la pasión es justamente pasivo, el ser humano es pasivo, mientras que la emoción, que tiene un origen latino y no griego, y que indica justamente el movimiento y la acción, la emoción tiene un componente activo del ser humano y por lo tanto, en cierta manera, la libertad. Podría explicarlo un poco más, pero mi pregunta sería, si para ti, digamos, hay algún lugar entre todas esas emociones para la libertad, justamente, para, digamos, que el hombre pueda justamente, como lo deseaban casi todos los filósofos que tú has mencionado, contraponerse, liberarse de la emprise, de la presión que ejercen las emociones sobre él. Donc, je résume rapidement, très rapidement. Ça me produit un peu de refuge. Je n'aime pas trop les approches naturalistes, scientificistes des émotions, des écoles nord-américaines, et je n'aime pas mélanger les neurones avec les émotions. Or, dans la conférence, il a distingué bien tout un courant philosophique qui n'a rien à voir avec l'autre courant,
philosophie. Et là, oui, je me retrouve, mais je signale la distinction qu'il y a dans cette tradition, notamment chez Descartes, entre passion, et là, dans la passion, l'être humain est passif, et dans ce sens, il est sujet, esclavisé, esclave des passions, tandis que les mots émotion, Descartes, qui est un des premiers à avoir introduit justement cette analyse, les mots émotion lui-même, c'est un mot qui indique justement l'action de l'intellect, de la raison, de l'esprit, et qui produit justement un acte qui, en quelque sorte, est libre. Donc, la différence entre passion et émotion, c'est un peu la différence qu'il y a entre justement subir quelque chose et agir, disons, avec une émotion. Donc, la question que je posais, c'est, dans tous ces panoramas qu'elle a fait, quelle est la voie, disons, la place de la liberté par rapport aux émotions. Bueno, Daniel, sí, hay una parte de afirmación y una parte de pregunta. Donc il y a une partie affirmation et une partie question. Y te agradezco mucho tu intervención porque es muy interesante y sí, estoy totalmente de acuerdo con la parte en que Descartes es fundamental para las emociones, para el estudio de las emociones. Et donc, merci pour la question, puisqu'elle est tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur la partie émotion et sur le rôle fondamental de Descartes sur l'analyse des émotions et la différence entre émotion et passion. Pero Mais no he utilizado indiscriminadamente emoción y pasión. Lo he hecho de una manera intencionada. c'est-à-dire, en fait, elle n'a pas utilisé de manière... elle n'a pas mis passion et émotion, elle n'a pas utilisé les deux mots de manière non différenciée, c'est-à-dire que volontairement, elle a utilisé soit l'un, soit l'autre. He comenzado por las pasiones en la Grecia clásica, en el cristianismo, para después con Hume y con los siguientes pensadores y científicos hablar de las emociones, tal y como ellos expresaban. Donc en fait, elle a commencé par tout ce qui était passion avec les stoïciens, avec Aristote, avant de parler de tout ce qui était émotion avec... le christianisme, c'était les passions, et émotion avec une et les autres. Y estoy totalmente de acuerdo contigo con el planteamiento de Descartes, muy interesante, pero es verdad que no he podido, y quizá me he equivocado a la hora de seleccionar los autores clave a lo largo de la historia de las emociones. C'est-à-dire qu'en fait, elle est tout à fait d'accord avec toi, et mais vu le temps imparti, elle ne pouvait pas aborder tous les auteurs, et effectivement, elle a fait un choix, et elle a traité de Descartes. Tomo nota de Descartes. Et donc, elle tiendra compte de ta remarque. En cuanto a las teorías de los actuales neurocientíficos, que quizá a ti te aterran un poco, y lo puedo entender. Et quant aux théories des neuroscientifiques actuels et que tu n'es pas d'accord avec eux, et je peux le comprendre. Los sociólogos hemos encontrado una gran oportunidad para vernos representados en todo este entramado de estudio de las emociones. Et donc ça a permis à tous les sociologues de trouver des éléments complémentaires par rapport à l'étude sur les émotions. Porque por primera vez se le da importancia a la dimensión social de la emoción. Et justement, c'est la première fois qu'il y a une dimension sociale importante dans l'étude des émotions. Por ejemplo, no es la única, pero Lisa Feldman Barrett, que es muy popular, y entiendo un poco la reticencia, se basa en la teoría filosófica de Aristóteles. Donc, par exemple, Lisa Feldman se base sur la théorie d'Aristote, et c'est pas la seule, concernant les émotions. Critica muchísimo a Damasio, critica que haya una huella digital única. Elle critique beaucoup Damasio, le principe de l'empreinte digitale unique. Pero se apoya en la forma en que Aristóteles entendía las pasiones. Mais elle s'appuie sur la façon dont Aristote définissait les émotions. Con lo cual tiene un enfoque muy filosófico. Donc il y a même chez elle, il y a une dimension philosophique très importante. Pero son diferentes pareceres, pero quizás pudiéramos tener un debate acerca de la importancia de la teoría de las emociones socialmente construidas.
Mais donc, il y a différents points de vue, mais ça peut donner ça peut donner lieu à un débat riche sur les émotions, sur la théorie des émotions. Esta chica quería preguntar. Sí, esta chica quería Román. Ah, pobrecilla, le hemos cortado. Il n'y a pas d'autres questions. Pues ya está, ¿no? Yo Sí. creo que ya la Ah, gente no quiere más. dormir. Mira. Bonsoir et merci beaucoup pour cette conférence. Gracias. Donc, vous expliquez qu'il y a un comté de construction des émotions. Et moi, j'avais une question notamment liée à l'art. Est-ce qu'on peut donc apprendre à ressentir des émotions face à n'importe quelle forme d'art? Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible sous forme d'accumulation de connaissances? Ou est-ce qu'il y a quand même des limites qui sont liées notamment peut-être aux passions dont on parlait juste avant? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de limitation? Ça rejoint peut-être aussi un petit peu l'inné et l'acquis dont on a évoqué avant avec le monsieur. Se me quedó, no, ni siquiera lo oí. ¿El papel de? del arte. O sea, si el arte puede participar del descubrimiento de emociones, o la formación de la experiencia en la relación con las emociones, y si podemos sentir emociones frente a cualquier arte, si hay una parte adquirido innato frente a las emociones que tienen una relación con el arte. O sea, ¿cuál es el papel del arte en una literatura en el ámbito de la emoción, la concepción, las emociones y la capacidad de sentir emociones frente a una obra? Bien. ¿Ahora? No. El arte en este caso actúa como cualquier hecho social o como cualquier suceso. Es algo que experimentamos y tenemos una reacción, pero tengo que decir Pardon. que L'art, c'est vamos a comme- empezar por decir que el arte, la música, la literatura son ambientes fuertemente emocionales. Sí, ya te espero. Donc, l'art, c'est comme n'importe quel fait social, c'est comme n'importe quel événement, ça provoque un certain nombre de réactions, que ce soit l'art, la musique, la peinture. Ce sont des éléments qui sont fortement marqués émotionnellement. Un acontecimiento político, un meeting político, un suceso traumático, un cuadro, una ópera, no tienen por qué actuar de manera diferente en nosotros. El circuito no tiene por qué ser diferente. Que ce soit un meeting, que ce soit un traumatisme, que ce soit un tableau, que ce soit un concert, c'est le même circuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour que ça joue de manière différente sur le fait de provoquer des émotions. C'est le même processus. Pero lo que está claro es que no todos experimentamos el mismo arte de la misma manera, porque se basa en nuestras predicciones y nuestras experiencias. Mais par contre, c'est clair que tout art ne provoque pas chez tout le monde la même réaction parce que ça dépend de notre propre construction et de notre propre capacité prédictive, une construction de prédiction d'émotions. Pero es curioso como ha habido dos preguntas sobre el arte y la creatividad. Mais c'est étrange, c'est intéressant de voir qu'il y a deux questions, une question sur l'art et une question sur la créativité, en lien avec les émotions. Y que tengo que reconocer que a la hora de elegir los ejemplos, hay miles de ejemplos de ambientes y de situaciones intensamente emocionales. Mais c'est vrai qu'il y a des milliers d'exemples qui peuvent être pris en lien avec l'émotion et qui provoquent énormément d'émotions. La más claramente representativa de emociones colectivas son las experiencias artísticas, como la música, el arte, la literatura, la pintura. Mais les exemples les plus frappants en termes d'émotions collectives sont justement tout ce qui est en lien avec l'art, donc les concerts, la peinture. No sé si te he respondido adecuadamente. No sé si te he respondido a lo que tú preguntabas. Question. Est-ce que la réponse correspond à la question? Est-ce que j'ai bien répondu? Más o menos.
A lo mejor no he entendido bien. Ahora nosotros en España empezaríamos a cenar, pero yo entiendo que ya ustedes en Francia estaréis a punto de dormir. ¿No? Un tilo. Hierbabuena. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. No hay más. La gente tiene ganas de irse a su casa. Ok. Alors, merci beaucoup. Je vais faire juste une annonce avant que vous applaudissiez Eva. Après, je vous laisse tranquille poser des questions en tête à tête si vous voulez. Vendredi, il y a une journée d'études consacrée aux émotions dans les Amériques, aussi bien États-Unis. Alors, un tout petit peu États-Unis. En fait, il y a Canada, Mexique, Brésil. Et c'est à la Maison de la Recherche, donc juste en dessous, de 9h à 17h. Avec des intervenants en visio, puisqu'ils ils interviennent depuis leur pays d'origine, donc notamment Brésil, Espagne. Et Eva sera là pour la conférence inaugurale. Et c'est ouvert à tout le monde, si vous voulez revenir sur une partie ou la totalité de la journée. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.